On vous retrouve, chers invités, pour la suite Credo TT. Pasteur Edo Komi, on parlait du Ghana Accra qui sollicite pour la 18e fois de son histoire l'aide du Fonds monétaire international. On a vu tout à l'heure le développement de Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Credo TT voulait ajouter sans doute quelque chose. Oui, pour dire c'est son développement, c'est sa lecture de la chose, donc on lui concède cela. Mais je voudrais nuancer un peu une partie du développement, parce qu'on ne peut pas parler stricto d'un effet de honte pour le président ghanéen. Donc je crois que c'est vrai, on dit abusivement, seuls les imbéciles ne changent pas. Après analyse, on peut essayer de recadrer les choses, de contextualiser les besoins, les soucis de l'heure. Et je crois qu'il a été même courageux pas de ravaler sa salive, mais de dire que vu les soucis de l'heure, donc il y a cette nécessité urgente de se tourner vers le FMI afin de résoudre des problèmes de l'heure. Ça, c'est déjà encouragé. Oui, moi je crois... de pragmatisme. Oui, c'est le pragmatisme, c'est l'audace. Et là, c'est également un sens poussé de l'humilité. Donc, on ne doit pas foncer tout droit dans le mur. Certes, sa déclaration d'antan ne plaide pas en faveur de ce que nous avons aujourd'hui. Mais il y a eu du chemin à faire. Quelles sont les analyses, quelles ont été les réalités du terrain qui ont poussé aujourd'hui l'État ghanéen à solliciter encore l'appui, l'aide du FMI. Donc, sur ce plateau, on n'a pas les éléments nécessaires. Mais je dirais, vous savez, on ne peut pas les taxer des gens qui n'ont pas respecté leurs paroles ou bien qui ont fléchi à un certain moment. La gouvernance d'un pays, ce n'est pas la gouvernance d'une association comme le mouvement Martin Luther King. Donc là, il y a beaucoup plus de paramètres qu'il faut respecter. Cependant, je respecte le point de vue développé par le professeur, le pasteur Edo Komi, bientôt professeur en théologie. On lui souhaite tout cela. C'est tout le malheur qu'on peut lui souhaiter d'avoir son professorat en théologie pour essayer de nous évangéliser. Mais de ne pas définir la honte comme une thématique d'une prochaine évangélisation. Et tout va vite, surtout les discussions entre Accra et le FMI, notamment le ministre des Finances ghanéen Ken Ofori-Atta et la directrice du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva. Alors, pasteur, vous voulez contrer, hein? C'est ça l'habitude. Oui, bien sûr. Non, je crois que je n'adhère pas à ce qu'il a dit, mais je lui concède aussi comme il a fait tout à l'heure. Je crois que c'est vice-versa. Sauf que je qualifie ça de la lâcheté politique, hein. C'est de la cécité politique, hein. C'est de la cécité politique, parce qu'on n'a pas une vision. Le problème de l'Afrique, c'est ça. Il faut foncer ainsi. Non, je dis, le problème de l'Afrique, c'est parce qu'on n'a pas une vision sur longue durée, à long terme. Quels sont les éléments dont il disposait il y a quelques années pour dire non? Il n'avait pas prévu peut-être les crises. Mais il n'avait pas prévu, justement. Les Occidentaux prévoient toujours, même la crise sanitaire, c'est vrai que ce n'était pas prévu, mais ils avaient déjà une idée sur quelque chose qui va arriver. Et ils anticipent. Mais ce que nous n'avons pas en Afrique. Pour moi, c'est une honte pour le président ghanéen. Je le répète encore, si que devait revenir encore, mais je le répète, c'est une honte pour le président ghanéen, hein, de revenir très rapidement sur ce qu'il avait déjà, il avait déjà ravalé. Et ça, c'est le propre de tous les pays africains. On n'a pas une vision à long terme. Et c'est tout ce qu'on fait, c'est juste à notre nez, et finalement on est rattrapé par les faits, et c'est malheureux pour le continent africain. On va chuter avec vous, Credo. Non, mais moi je voudrais opposer la lucidité politique à la cécité dont il a parlé. Ce n'est pas une question de cécité, mais de lucidité politique. Parce que les enjeux de l'heure amènent à poser d'autres actes. Donc là, c'est tout ce que je voudrais dire. Donc pour lui c'est un dirigeant visionnaire. C'est un dirigeant visionnaire. Non, avant de parler de la vision, il faut s'assigner une mission.
Et c'est de la mission qu'on parvient à la vision. Et la vision aussi n'est pas statique. Donc ça peut évoluer. Dans la honte, ça peut évoluer dans la honte. Non, mais l'idée de honte, c'est vous qui l'épousez. Mais sur ce plateau, nous disons, on ne peut pas parler de cécité politique, mais de lucidité politique, parce que nous qui sommes sur le plateau aujourd'hui, qui essayons de déblayer le terrain sur le plan de la réflexion, nous n'avons pas les éléments nécessaires pour dire c'est ça qui a amené à poser tels actes. Donc c'est là où je voudrais que on prenne assez de gants pour parler de contextualiser cette lucidité politique par opposition de manière générale, on sait que quand il n'y a pas la vision, donc on ne va que dans tous les sens. Et il est en train de naviguer. Le président Ghané est en train de naviguer à vue. Alors, on va ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident parce que je voudrais rappeler à mon cher ami, monsieur le maire, qu'avant d'atteindre une vision, il faut qu'on s'assigne une mission. C'est le b.a.-ba. Maintenant, dans la définition même de la mission, on peut recadrer les choses pour pouvoir atteindre une certaine vision. Le Ghana a une vision, chaque pays a une vision, le Togo a une vision. Et l'une des parties de cette vision, c'est l'adhésion au Commonwealth que nous avons, qu'il a célébré. Donc il reste son communiqué courageux qu'on attend. Donc là, il ne faudrait pas accuser le président ghanéen de cécité politique, mais moi je pense qu'on doit l'encourager. C'est ça qu'on appelle la critique positive. Moi, je conçois cette lucidité politique de sa part. On va rester avec vous, sinon on ne peut pas aller à Bamako. Les 49 militaires ivoiriens interpellés dimanche à l'aéroport de Bamako sont considérés comme des mercenaires par les autorités maliennes, a annoncé lundi, soit le porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Abdoulaye Maïga. Selon les autorités maliennes, donc, ils avaient des armes de guerre sans ordre de mission. L'ONU affirme qu'ils étaient venus en soutien à l'amunissement. Credo Tété, quelle est la situation actuelle à Bamako? Non, il faut avoir le courage, je le dis. La situation actuelle à Bamako est floue. Est floue parce que les informations qui nous parviennent, parce qu'avant de monter ce soir sur ce plateau, j'ai pris langue avec certains de mes confrères maliens, parce qu'on lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais toutes ces choses ne sont pas vraies. Donc je voudrais dire que en fait, certaines informations ont circulé sur les réseaux sociaux comme quoi les 49 militaires ivoiriens auraient été relaxés. Donc l'information avant, 5 minutes avant de commencer cette émission, l'information n'est pas vérifiée parce que il y a même une procédure judiciaire qui doit être ouverte à leur rencontre. Mais également, d'autres sources d'informations qu'il faut prendre avec des pincettes nous disent que, en fait, les 49 militaires ivoiriens ne seraient pas des mercenaires, comme l'a stipulé le communiqué du gouvernement malien, que ce sont des forces spéciales qui étaient venues qui ont l'habitude de sécuriser une compagnie. Et d'autres informations nous disent qu'en fait, ceux qui avaient la responsabilité de cette sécurisation étaient partis avec le même avion qui a ramené l'autre groupe. Maintenant, nous mettons un point d'interrogation à toute cette partie, mais tout compte fait, je crois qu'il doit y avoir, lorsque des militaires doivent venir par exemple au Togo, il faut une certaine déclaration avec les forces de sécurité. Et là aussi, autre chose à prendre avec des pincettes, on a vu des notes verbales sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on peut juger de la crédibilité de cette note verbale? Parce que s'il y avait eu connaissance de cette note verbale, je ne peux pas penser que le gouvernement malien ait pondu ce communiqué vraiment accablant contre les militaires ivoiriens et contre, disons, l'État ivoirien. On sait également que les responsables de la junte, ça ne va pas entre les responsables de la junte et l'actuel exécutif de la Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas mettre tout aussi dans le même panier. Donc il faut prendre les choses avec des pincettes. Mais une chose est sûre, c'est que les 49 militaires ivoiriens seraient toujours en garde à vue en attendant d'une procédure en bonne et due forme. Avant de retrouver Pasteur Edo Komi, c'est toujours les réseaux sociaux. Est-ce que l'information là, ou bien les informations là sont vérifiées? On dit au niveau de la profession de ces militaires, il y a des mécaniciens, des maçons, un peu de tout. Est-ce que c'est vrai? Non, mais nous avons lu qu'il y a même eu des peintres
Tout. Mais ce qu'il faut savoir, les militaires africains, même du côté de l'Occident, il y a des spécialisations. Il est militaire, mais il est spécialiste, il est mécanicien. On peut retrouver toutes les formes de métiers dans l'armée. Maintenant, si on nous dit que c'est pour aller sécuriser, ce n'est pas un spécialiste peintre ou bien un mécanicien qui va y aller. Et également, là où je mets un peu de doute, c'est que selon les informations qu'on a eues des premières auditions, c'est qu'il y avait eu au moins quatre formes de, de branches, parce que les 49 ont donné 4 versions, auraient donné 4 versions. Et les versions là ne concordaient pas, donc il va falloir qu'on ouvre une information pour qu'on puisse faire les enquêtes, pour qu'on puisse les écouter au mieux. Mais dans l'armée, on peut avoir un militaire qui soit spécialiste même de l'administration. Nous en avons au Togo. Et on a également des spécialistes mécaniciens. Maintenant, aller dans cette mission de sécurisation, ils ont les outils nécessaires. Tout en étant des spécialistes dans leur domaine, ils ont les rudiments nécessaires pour aller faire la sécurisation d'un point. Mais maintenant, est-ce que c'est le réel mobile? Je ne saurais l'affirmer sur ce plateau. Nous avons assez d'informations. Pasteur Edo Komi, vous êtes toujours en contact avec la société civile malienne. Vous avez quelle information? Non, d'abord, il faut dire que cette situation relance le bras de fer, l'antagonisme, l'opposition entre le gouvernement malien et la MINUSMA. Puisque vous vous rappelez tout dernièrement aux Nations Unies, le gouvernement malien s'est opposé au renouvellement du mandat de la MINUSMA. Et donc, parce que il craignait justement, le gouvernement malien craignait justement ces genres de situations de bruit ou bien de complicité avec les forces qui seront déployées sur le territoire malien pour peut-être porter atteinte, pour porter préjudice aux autorités maliennes ou bien au régime en place. Donc du coup, la situation va être très compliquée pour ces forces-là et ça risque de semer de confusion sur le territoire malien. C'est pourquoi les 49 soldats ivoiriens ont tenu vraiment 4 versions différentes. Et le mal, c'est que ils ont dissimulé leurs fonctions en parlant de maçons, de menuisiers, de peintres et autres. En principe, il y a des spécialités, c'est vrai. Il y a des gens qui sont dans le génie civil, en armée, il y a on voit des médecins qui sont là. Donc il y a des spécialistes. Mais en allant en mission, ils y vont en tant que des militaires. Et il ne doit pas y avoir cette affaire de maçon, de menuisier. C'est sous la bannière de l'ONU ou bien de la Côte d'Ivoire. Mais justement, aujourd'hui, personne ne sait. L'ONU a parlé, l'ONU a affirmé qu'ils sont venus pour appuyer la... Ils sont venus en appui à une mission qui serait déjà rentrée en Côte d'Ivoire. C'est le même avion qui a ramené les forces, mais le gouvernement malien n'est pas informé. Le gouvernement malien n'est pas informé. Et même du côté d'Abidjan, on aurait peut-être affirmé que ils ne sont pas, ce n'est pas dans leur connaissance une telle mission. Là c'est faux. On ne peut pas, des soldats ne peuvent pas quitter le territoire ivoirien pour le Mali sans que le gouvernement ivoirien ne soit informé. Donc, pour moi, c'est un flou Kafka. Donc c'est un véritable flou et le fait que ces soldats-là soient confiés à la justice est une bonne chose, mais au même moment, est-ce que quelque part tout le monde sait ce qu'il y a aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le gouvernement malien? Le président Ouattara ne voit pas d'un bon œil ceux qui sont au pouvoir. Vous vous rappelez de cet audio entre lui et l'ex-premier ministre qui a circulé et qui était quand même identifié, qui était identifié, parce que la suite on n'en sait pas grand-chose, mais ce qu'on sait, c'est que le président, l'ancien premier ministre et le président ivoirien se sont entretenus. On lui a demandé, il a fait semblant de ne rien savoir, le président ivoirien. Bon, donc, on est en train de voir le président
ivoirien, si tout ça là s'est confirmé, donc le président ivoirien serait en train peut-être de manigancer quelque chose, et ça ne surprendrait pas. Ce n'est pas la première fois qu'un pays voisin puisse fomenter le coup contre un autre en Afrique. Ce n'est pas la première fois. Quand vous remontez à l'histoire Thomas Sankara et beaucoup d'autres choses, c'est les voisins. On le voit actuellement même entre la RDC et le Rwanda. On le voit entre le Rwanda qui est en train d'annexer une partie de la RDC. Donc j'avoue quand même que cette situation vient une fois encore, certainement, si après que la lumière soit faite sur tout ça et on se rend compte qu'ils n'ont pas le mandat, puisque vous voyez, ils n'ont pas ordre de mission. On ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire et venir dans un autre territoire. Ce n'est pas à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais c'est dans un autre pays et ne pas avoir un ordre de mission au nom de la MINUSMA. Donc c'est dire que c'est flou et que ces gens-là seraient dans une mission vraiment téléguidée, une mission qui est obscure. Vraiment, il va falloir qu'on fasse de la lumière, et le gouvernement malien a raison de contester, de déplorer ce renouvellement forcé. C'est un renouvellement forcé du mandat de la MINUSMA. On veut voir la MINUSMA, c'est-à-dire une mission des Nations Unies, par exemple, comment on l'appelle, au Soudan. Vous voyez ce qui se passe au Soudan, mais les Nations Unies, on ne voit pas les Nations Unies au Soudan. Au Soudan, tous les jours, les gens meurent. Au Mali, ce n'est pas le cas, c'est le djihadisme, mais ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui tuent les citoyens, comme ça se passe au Soudan. Mais les Nations Unies ne disent rien. Mais les Nations Unies sont en train d'harceler le Mali, veulent toujours que leur mission reste au Mali, mais cette mission apparemment qui ne porte pas grand chose. Même s'il faut redimensionner, les Nations Unies veulent redimensionner cette mission-là. Elle va servir à quoi? Elle va servir seulement de trouble va servir peut-être de tremplin aux personnes mal intentionnées, aux individus mal intentionnés, pour déstabiliser, dans le but de déstabiliser le régime de Bamako. Est-ce qu'on peut mieux comprendre la position de l'ONU dans l'histoire là? Parce qu'elle a parlé aussi. Non, mais l'ONU a parlé, mais l'ONU n'a pas donné de précision. Mais l'ONU a dit que c'est un renfort à la MINUSMA. Donc je crois que c'est vague, parce que si il devrait y avoir un renfort... Ils étaient vraiment équipés, ils étaient équipés, les équipements étaient lourds. Donc il devrait y avoir communication diplomatique officielle entre les trois pays. Oui, bien sûr. Donc là, nous n'avons pas encore cas de l'existence même, ou bien de l'effectivité de ces communications. C'est comme si un contingent togolais va aujourd'hui quitter Lomé pour Bamako, pour Mali, et puis il n'y a pas de document, il n'y a rien entre communication entre le Togo. Je dis c'est comme si. C'est pas possible, le Togo ne va jamais accepter ça. Non, et le professionnalisme même des forces de sécurité des militaires togolais, et donc ils ne vont jamais s'aventurer dans ce système-là, dans ce système. Ouais, moi, je dirais la faille est à tous les niveaux. Ouais. Du niveau de l'ONU, oui, des maîtres de cette MINUSMA, de la Côte d'Ivoire et puis du Mali. Vous savez, donc je voudrais qu'on prenne l'exemple d'un vol commercial. Oui. Avant qu'un vol ne puisse prendre son envol, donc il y a toujours la communication, il y a le feu vert de l'autre pays, et la communication de toute la liste des passagers, oui, à bord. Oui. Et de tout, disons, les marchandises, les objets de valeur. Donc, on sait, il y a toujours eu cette communication-là. Maintenant, est-ce que cette communication n'a pas eu lieu avant que l'avion ne quitte Abidjan pour Bamako? Donc là, ça, c'est une interrogation. Est-ce qu'il n'y avait pas eu cette communication? Est-ce qu'ils ont violé l'espace aérien? Est-ce qu'ils ont violé l'espace aérien? Mais ils ne peuvent pas violer l'espace aérien jusqu'à faire un atterrissage. Si l'atterrissage a été effectif, c'est parce que avec le système de l'aviation, donc il y avait eu un feu vert. Et ils doivent savoir la provenance même de l'avion, qui sont dans l'avion et c'est pour quelle mission. Donc on doit savoir. Du moment où même ce n'est pas un vol commercial, et ce n'est même pas excusé pour les vols commerciaux, parce qu'il y a dû y avoir les échanges d'informations. Pourquoi est-ce qu'on fait l'enregistrement? Pourquoi est-ce qu'on fait l'échange de documents? Non, on doit connaître le nom de ceux qui voyagent. Bien sûr. Ce n'est pas pour rien qu'on nous donne des cartes d'embarquement. Donc là, c'est instantané, c'est consulté par les autres services dans le pays de destination. Même le pays de transit. Même le pays de transit. Donc ils savent qu'il y a pas, par exemple,
exemple 145 passagers qui vont passer. de telle nationalité qui seront en transit, venant de tel pays, allant à la destination finale. Vous verrez même que lorsque vous voulez vous enregistrer, donc on vous demande, bien que c'est sur le billet, on vous demande votre destination finale. Donc c'est en termes, ce sont les bribes de renseignements qui doivent être de l'aviation. Donc là, et l'État malien aussi ne peut pas nous dire que c'est subitement, c'est pas révélation de marabout qu'ils ont découvert l'avion avec les 49 avec les 49 militaires. Donc là, je mets des doutes aussi. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps pour que la situation soit exposée ainsi? Mais cela ne saurait également excuser le laxisme qu'on aurait constaté de la part des responsables militaires ivoiriens. Parce que selon les informations aussi, lorsqu'on les aurait approchés, ils ont dit dans un premier temps qu'ils ne savent rien. Donc ça aussi, ce n'est pas sincère, ce n'est pas vrai. Voilà. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le départ de l'avion de Bamako de Bamako d'abord, c'est l'avion, c'est un avion étalé. Oui, un avion qui aurait ramené ce que c'est de le remplacer. Le retour, selon les informations, le retour c'est comme si un avion vide qui retournait. Même si c'est un avion vide, ça devrait être notifié. Ouais, mais justement, ça devrait être notifié. La dernière information que j'ai avant de venir ici, c'est que l'avion qui devait retourner à Bamako devait être un avion vide. Puisque les autres sont déjà seraient déjà déposés à Abidjan. Donc là, c'est dire qu'il y a eu des défaillances presque à tous les niveaux. Mais c'est que le sujet est très important. 49 soldats équipés, armés avec des armements lourds qui atterrissent sur un territoire. Je crois quand même que l'affaire, tout est flou. Est-ce qu'il y a un forcing de passage? Personne ne nous dit. Est-ce qu'il y a un forcing de passage aérien? Est-ce qu'il y a un forcing de passage aérien? Ça aussi, ce n'est pas parce que on peut facilement détourner, on peut facilement tirer sur l'avion. Est-ce que selon vous, l'ONU prend parti dans l'histoire? Oui, mais puisque l'ONU, les 49 soldats actuellement seraient des agents venus, des soldats venus en renfort, en appui à l'aménagement. Bon, donc c'est l'ONU. C'est la version de l'ONU. C'est la version de l'ONU. Mais ce passage-là, ce transfert de contingent, c'est quelque chose qui est préparé de manière minutieuse. Oui. À l'aéroport, il doit y avoir les autorités militaires de Mali et de l'aménagement qui doivent être présents pour accueillir, pour saluer l'arrivée de ce contingent. Bon, donc, on n'a pas vu tout ça. Et c'est les forces de sécurité qui sont à l'aéroport qui ont démasqué, qui ont constaté l'arrivée de l'atterrissage de l'avion avec tout ce que ça concerne comme équipement militaire. Bon, donc, est-ce qu'il y a un agenda caché dans dans cette situation-là? Personne ne saurait le dire, mais ça ne doit pas être exclu, sachant aujourd'hui que entre Abidjan et Bamako, c'est une situation qui ne va pas. C'est vraiment de la brouille diplomatique entre les deux pays. Est-ce que Alassane Ouattara serait en train d'être à l'origine d'une tentative, un coup d'État contre l'État malien? Bon, personne ne saura le dire, mais il va falloir qu'on décrypte cette situation. Chaque soldat avec minutie et surtout devant les autorités judiciaires du Mali pour qu'on sache exactement, pour que les gens fassent leur aveu, disent exactement quelle est leur intention. Et je crois que on doit attendre pour savoir la suite à ce feuilleton, mais qui aura beaucoup d'épisodes. On se souvient du coup d'État, le récent coup d'État manqué au Mali, c'est ce qu'on nous a dit, c'est avec l'appui d'une force étrangère, entre griffes, c'était la France, tout le monde le savait. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire du président Ouattara. Vous voyez le rapport peut-être? Non, mais moi, je ne saurais établir un rapport parce que je n'ai pas les éléments nécessaires pour en arriver là. Mais dans le cas que nous observons aujourd'hui, je dis les responsabilités sont partagées.
les responsabilités sont partagées. Là où c'est un peu grave pour la Côte d'Ivoire, c'est que c'est des militaires ivoiriens avec des armements lourds. Ils sont partis pour arriver à Bamako, au Mali. Ce n'est pas pour aller faire les supermarchés, les emplettes. Oui. Sûrement qu'ils ont une mission. Mais l'État malien aussi, ou bien les responsables de la junte ne peuvent pas nous dire que c'est sur le tarmac de l'aéroport qu'ils se sont rendus compte que ce sont des militaires, mécaniciens, peintres et qui n'ont pas connaissance de cette mission. Peut-être qu'entre-temps, ça s'est embrouillé entre la MINUSMA et le Mali qui ne voudrait plus de l'avion retour avec les hommes, mais du moment, peut-être que ça a été tard. Maintenant, là où je doute un peu de la crédibilité des informations fournies dans ce communiqué malien, c'est que c'est comme si le Mali est aujourd'hui un pays ouvert. Ouais. Donc n'importe quel avion peut venir descendre et peut venir descendre avec l'autorisation d'atterrissage sans savoir qui sont dans cet avion. Et qu'on nous présente le fait que c'était censé revenir comme un avion vide. Non, mais moi, je me pose des questions. Je me pose des questions. Maintenant, lorsqu'il va falloir ouvrir cette information judiciaire, c'est que l'État malien aussi doit être écouté sur cette défaillance sécuritaire. Sur cette défaillance sécuritaire. Et n'oublions pas que, en fait, la junte aussi s'inscrit dans s'est inscrite dans une logique de populisme ces derniers temps. Pas passer des déclarations pour plaire, des déclarations pour lancer des signaux. Donc il va falloir qu'on fasse beaucoup attention parce que c'est un souci diplomatique. C'est un souci diplomatique. Les 49 militaires sont là. Non, les deux pays frères, certes, mais il faut clarifier les choses pour que ça ne se répète plus entre deux autres pays. En 30 secondes, des armements lourds, est-ce que sont fournis par la MINUSMA, puisque en principe, quand il faut aller en mission, par exemple au Bamako, si les contingents togolais quittent, ne vont pas quitter quand même qu'avec les armements du Togo. Donc c'est que l'équipement est déjà à Bamako au nom de la MINUSMA. Bon, donc ces équipements qui sont dans l'avion d'Abidjan pour Bamako vont servir à quoi? Est-ce que c'est MINUSMA qui a déposé les armes en Côte d'Ivoire qu'on a pris les armements qu'on a pris dans le véhicule, dans l'avion, pour venir à Bamako? Vous voyez un peu la situation? Parce que la MINUSMA n'a pas d'armement en Côte d'Ivoire pour verser à Bamako. Donc c'est que les équipements sont déjà sur place et c'est un cargo militaire qui devait quitter peut-être le lieu d'approvisionnement pour Bamako. Ça devait être quelque chose autrement. Mais ce n'est pas avec les mêmes soldats qu'il faut équiper, qu'il faut ces équipements lourds. Bon, donc c'est dire que, comme je l'ai dit, ça va être cette situation, ça va créer davantage de bruit diplomatique. D'abord, entre Bamako, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et même entre Bamako et les Nations Unies, c'est parti pour vraiment être... Oui, non, mais moi je partage, disons, l'idée du pasteur. Parce qu'un corps habillé, même togolais, qui voudrait prendre l'avion, ne peut pas sortir comme ça avec son arme. Oui. Donc il y a toujours des fiches de déclaration. Et on sait en jugement de l'opportunité, est-ce qu'il doit aller avec une arme? Donc il y a toujours des déclarations qui sont faites déjà avant même l'embarquement. Et on a connaissance que tel militaire va dans telle mission et il a tel armement. Est-ce que les communications là ont été faites? Donc, grand point d'interrogation. Maintenant, l'autre point d'interrogation, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est un avion de la MINUSMA ou bien affrété par la MINUSMA? Nous n'avons pas les éléments d'information à ce niveau. Si c'est que nous avions les éléments, on peut aller dans ce sens-là. Donc c'est dire qu'il y a des points d'interrogation. C'est avion commercial, avion de l'État ivoirien, avion de MINUSMA, mais personne n'a des informations là-dessus. Alors je crois que le communiqué aurait décrypté, défini le truc de les numéros, le numéro de l'avion, chaque avion a son code, a son numéro. Mais il n'y a pas eu la précision. Certes, si c'est un avion de la MINUSMA, ou si c'est un avion affrété spécialement pour ce besoin, donc on n'a pas les informations. Mais je crois que ce qu'on sait, c'est qu'il y a un service militaire allemand. Il y a un service. Vous nous permettez, on va marquer la pause pour le journal. On peut prendre encore 5 minutes pour parler de cette situation entre Bamako et Abidjan. La pause s'impose.
pour le journal.